à tous, soyez les bienvenus sur le plateau d'INSEM. C'est un véritable plaisir de vous retrouver après cette petite coupure de vacances. Une découverte au sommaire, cultiver son jardin et son esprit au Parc Galéa. C'est un concept unique qui fait du lieu le premier site culturel de Corse. Et oui, Fabrice Fenouillère, qui est directeur du parc, est notre invité et il va nous faire une visite guidée. Faustine, bonjour et bienvenue, vous allez bien? Très bien Célia. Alors vous, au programme, une chronique sur le plastique. Exactement, et qui se passe pas très loin de chez nous, en Sardaigne. En Sardaigne, et c'est justement une conférence qui se tiendra bientôt au parc qui vous a donné envie. Un sujet également sur les cabanes en bois, le revival, ça revient à la mode. Exactement, des constructions design, économiques et écologiques. Et c'est vous qui l'avez réalisé, on découvrira ça tout à l'heure. Et enfin, en dernière partie d'émission, le tourisme vert en Corse. Quels sont les atouts de la région? Eh bien, pour favoriser ce secteur en plein boom, comment les agriculteurs peuvent-ils aussi en profiter? Quels sont les nouveaux métiers liés à ce tourisme? Autant de questions que nous poserons à nos experts tout à l'heure. Si vous avez envie de réagir, vous pouvez le faire en nous appelant en direct au 0800 3x0900 ou en nous écrivant sur Facebook. Vous veillez, oui, hein, je suis là. Eh bien, tout de suite, rencontre avec notre invité, c'est parti. Fabrice, bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci d'être avec nous sur le plateau. Alors, vous êtes le directeur du parc Galéa. Alors, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est 9 hectares où se mélangent des essences endémiques, exotiques, mais aussi des espaces d'exposition et des salles de musée numériques. C'est bien plus qu'un jardin botanique. C'est un concept unique, je pense, en Méditerranée, qui allie nature et culture. Et c'est vous qui avez eu l'idée, qui a fait germer ce projet. Notamment, oui. C'est vrai qu'on a eu du mal à définir ce projet, même quand on l'a monté. Donc, je suis absolument pas seul. D'abord, il y a toute une équipe qui travaille en ce moment, pendant que je suis avec vous, sur parce qu'il faut les faire tourner, les musées et les jardins. Et puis, Paul et Pierre-François Sémidé, qui sont père et fils, les créateurs propriétaires de ce parc. On a monté ce projet sur un terrain familial. Oui, c'était une rencontre. Moi, j'étais guide conférencier à l'époque. Eux travaillaient parallèlement sur du tourisme ou d'autres activités. Et sur un terrain où il ne se passait pas grand-chose à ce moment-là, c'était il y a 7 ans, on a décidé de créer une sorte de parc hybride qui n'est pas vraiment un jardin, qui n'est pas vraiment un musée, qui n'est pas vraiment une zone d'expo, mais qui est un peu tout. Intérieur, extérieur, jardin, musée, dedans, dehors, Corse et bout du monde. C'est un lieu de vie. C'est un lieu de transmission de la connaissance. Alors, ça se trouve où exactement? Alors, un peu loin d'Ajaccio, malheureusement, et plutôt à 30 km au sud de Bastia. En fait, c'est la commune de Taglio-Isolaccio, donc plutôt côté mer, hein, quelques centaines de mètres de la mer. 30 km au sud de Bastia, ceux qui connaissent un peu la route nationale, c'est entre Follet et Mauriagne, donc en Haute-Corse. Donc un site assez exceptionnel. Donc même si vous n'êtes pas seul, vous êtes quand même à l'origine du concept. En quoi ça consiste? Comment vous avez voulu donner vie et animer ce lieu? Alors l'idée de départ était assez simple, c'était de se dire comment peut-on parler de notre île, son patrimoine naturel et culturel, aux petits comme aux grands, avec de nouvelles technologies si on le peut, c'est-à-dire qu'on n'avait pas forcément d'objets précieux à montrer, du patrimoine corse, donc on a plutôt travaillé sur des musées dématérialisés, donc beaucoup de murs d'images, beaucoup de salles immersives, beaucoup d'écrans dans lesquels on peut rentrer. Et autour de ça, on s'est dit, bien, il faut un écrin à cette découverte de la Corse chemin faisant, hein, puisqu'on se balade sur le parc, on rentre, on sort, on découvre à chaque fois sur des thématiques différentes. Les crins sont les jardins, des jardins à la fois méditerranéens mais aussi beaucoup exotiques. Et puis vous le voyez sur les images parallèlement, beaucoup d'humains, beaucoup d'ateliers, faire pour comprendre, on le voit en images parallèlement, à l'époque préhistorique notamment, pour le feu qu'on voit aujourd'hui. Donc tout au long de l'année, on a ces idées de dire on découvre la Corse, mais on découvre aussi la Méditerranée, le bout du monde. On a l'humain au cœur du projet. C'est l'ADN du parc, c'est surtout les rencontres. Hein. Les rencontres avec les enfants, on le voit, les rencontres avec des scientifiques, des rencontres musicales, du théâtre. Donc c'est un lieu de transmission pour tous, bien ancré dans sa Méditerranée, mais avec des racines forcément insulaires. Alors comment vous l'avez scénarisé ce lieu ? Un peu comme un livre ouvert, en fait. Un peu comme un livre ouvert. D'ailleurs, quand les gens font le parcours un peu classique, ils commencent par la Corse nature. Donc vous rentrez dans un musée, vous avez toute la nature insulaire qui est racontée à travers sa naissance géologique, ses animaux endémiques, ses animaux absents, ses animaux sauvages plus classiques, sa flore évidemment, son eau, la variété de ses paysages. Donc une première salle est plutôt la Corse nature. Et puis vous ressortez dans des jardins, vous allez vers l'ethnographie. Là, on est immergé dans une seconde salle, on voit quelques images parallèlement, où on est plutôt dans une Corse de l'histoire, de l'architecture, des langues, du chant,
on le voit ici un peu plus loin en Méditerranée, des poissons, donc du monde sous-marin. Du monde sous-marin. Et ça fait le lien justement, le monde sous-marin, avec d'autres espaces qui sont plus méditerranéens, avec les Étrusques, les Phéniciens, les Grecs, les Romains, des cinémas pédagogiques et puis des expos type carnet de voyage qui nous amènent au bout du monde. Donc comme un grand livre ouvert où vous rentrez et sortez et vous passez en revue toute la Corse et puis son ancrage, comme on le disait. Oui, c'est presque dématérialisé là. D'ailleurs, ce sont les images qu'on voit. À qui ça s'adresse? Pourquoi est-ce qu'on va au parc Galéa? On a vu beaucoup d'enfants. Oui. Mais c'est pas le parc auquel on va le dimanche parce qu'on sait pas quoi faire. Oui, alors non. En fait, ça s'adresse au grand public, à tous les curieux qui ont envie d'apprendre, à tous les curieux de connaissances, à tous ceux qui sont passionnés par la transmission des savoirs. Et effectivement, qu'on ait un petit de 3, 4, 5 ans, avant c'est un peu compliqué, évidemment des lycéens, des étudiants, et qu'on soit adulte, quel que soit son niveau d'études, quel que soit son métier, quelle que soit sa fonction sociale, on y trouve forcément quelque chose qui nous intéresse. Ouais. Parce qu'on est parfois très large sur certains thèmes, hein, on ne rentre pas forcément dedans, mais on les survole. Néanmoins, l'image est là pour nous donner envie d'en savoir plus. Et puis aujourd'hui, avec Internet, vous n'avez pas besoin de tout dire dans des musées. Souvent, c'est susciter l'intérêt et derrière, aller chercher chez soi ce qu'on n'a pas forcément sur le site. Et notamment les conférences, c'est le cycle qu'on a avec les dizaines de conférenciers qu'on a reçus depuis des années, notamment chaque dimanche, eh bien, nous permettent là d'aller bien plus loin et de travailler des thèmes en profondeur. Pour ceux qui sont ce que vous appelez les cycles de conférences. Oui. Alors, en quoi ça consiste exactement ? Alors ça, c'est un pari qu'on a fait il y a 5 ans, pratiquement dès le départ, en fait, de se dire que le dimanche après-midi, on pouvait venir à Galéa, en l'occurrence, pour écouter une personnalité qui allait nous parler de son thème de recherche, plutôt dans l'histoire, plutôt dans les sciences, mais surtout dans l'universalité. Ça veut dire que chez nous, depuis des années, on entend parler du Big Bang, on entend parler des Mayas, on entend parler de la problématique des déchets, on entend parler de Cléopâtre, on entend parler des étoiles, de l'univers bientôt, de la Blue Economy. Je crois qu'il y a une chronique qui se prépare là-dessus à côté de moi. Donc, tous les dimanches, on entend parler de thèmes assez géniaux qui interpellent forcément tout le monde. Dimanche dernier, c'était le rapport entre l'homme et l'écran, la virtualité, comment se positionner par rapport à tout ça. Et ça se passe à 15h avec des gens qui sont les plus performants aujourd'hui dans leur domaine, les plus grands chercheurs européens la plupart du temps. On est bien d'accord, ça va être le moment de nous impressionner, hein, puisque les intervenantes de renom, forcément des pointures, allez, quelques exemples de personnes qui sont venues au parc faire des conférences. Il y a quelqu'un qui avait été très attendu quand on a sorti le programme de cette année. Je pense à Jean Jouzel, qui a reçu le prix Nobel de la paix avec le GIEC pour son action envers le climat et le travail qu'il a fait pour ce climat de demain, sur lequel il faut être très vigilant. Je crois qu'il y avait 600, 700 personnes qui sont venues le rencontrer. Tous les dimanches, c'est quasiment 500, 600 personnes qui viennent aux conférences aujourd'hui et que des gens de notre région. On n'est pas du tout dans du tourisme et ça fait plaisir. Ce sont les locaux. Et non, ça fait vraiment plaisir de se dire qu'avec des thèmes universels, on le disait, les Incas, les Mayas, Francis Allais bientôt, Jean-Paul Demoule par exemple pour le néolithique. Enfin, je pourrais vous citer tous ces thèmes, ce serait un peu embêtant pour le téléspectateur. Mais à chaque fois, vraiment, il y a une vraie adhésion sur ces projets. Gunther Pauli qu'on recevra bientôt. Jean-Pierre Luminet aussi, qui va venir sur Un homme dans l'espace. Gunther Pauli, on le voit. Jean-Pierre Luminet, vous l'avez ici à l'écran. Donc on va passer de la petite fleur à la grande planète, voilà, tous les dimanches, encore pour ceux qui arrivent. Et vous arrivez à vulgariser, démocratiser l'info. Alors maintenant, ça va être notre challenge à nous, après les conférences animées par des prix Nobel. Eh bien, Faustine, on va revenir à des choses un petit peu plus évidentes et vous allez faire jouer nos téléspectateurs. Et c'est une question très compliquée. Très compliquée. Accrochez-vous bien. Dielora di Diuga kuna voto. Selon la légende, ces 187 marches ont été creusées en une nuit. Selon la légende. Manu. Attention, oh Dieberboy, un bon total de 50 €, un chargeur nomade que j'ai oublié sur mon bureau. C'est pas grave, mais on sait ce que c'est. Appelez-nous au 0800 3x0 900. Interdit de donner la réponse. Je ne l'ai pas. Vous savez pas? Je pense que ça commence par un A, mais j'en suis pas sûr. Voilà, ça suffit. C'est pas dit. Mais j'en suis pas sûr du tout. C'est pas dit. C'est la première qui me vient. Alors, Faustine, le lieu, le parc Galéa, vous a inspiré la chronique qui va suivre. Tout à fait. Puisque il y a une conférence qui va être organisée sur le plastique. Ça vous a interpellé. Exactement. D'abord, je vais parler d'un projet qui a lieu pas très loin de chez nous, puisque ça se passe à Porto Torres, en Sardaigne. Donc de loin, on va le voir, ça ressemble à une raffinerie de pétrole.
De près aussi, on va voir les photos tout de suite. Sauf que, en fait, la comparaison s'arrête là puisque c'est la plus grande bioraffinerie d'Europe. Et son pétrole, c'est cette plante, une plante que nous connaissons tous et que l'on chasse de nos jardins, qu'on déteste, hein. C'est le chardon ou garde. Ça pique en même temps. Ça pique, c'est moche et ça envahit tout. Mais après 15 années de recherche, on s'est aperçu que grâce à sa graine, on pouvait faire du plastique parce qu'elle a des propriétés qui sont similaires à celles du pétrole. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, la majeure partie des plastiques est issue de la pétrochimie et que la plupart des plastiques végétaux sont issus de cultures vivrières comme la pomme de terre ou le maïs. Donc l'avantage avec ce chardon, c'est qu'il se contente d'un seul pauvre qui se passe très bien d'eau et en plus, il ne nécessite aucun OGM puisqu'il pousse très facilement tout seul. 500 hectares de chardon ont été plantés près de cette raffinerie en 3 ans et l'objectif à moyen terme, c'est de planter 10 à 15 000 hectares. Qu'est-ce qu'on fait avec ce plastique selon vous? On fait des sacs plastiques, tout simplement pour l'instant. Donc c'est des sacs de supermarché, voilà, c'est ça. Biodégradables. Complètement, 100% biodégradables, compostables. Et on commence aussi à fabriquer des gobelets et des assiettes, parce qu'il faut savoir qu'en Italie, les sacs plastiques à base de pétrole sont interdits. Donc il y a une demande croissante de ce genre de plastique. L'objectif, c'est effectivement de faire baisser les coûts de cette production pour rivaliser vraiment avec l'énergie fossile. Et finalement, là où je voulais en venir, donc on revient à nos conférences, c'est que effectivement, c'est une des 100 innovations proposées par Gunther Pauli. Gunther Pauli, donc c'est un industriel belge qui a créé le concept de la Blue Economy, l'économie bleue. L'économie bleue, qu'est-ce que c'est? C'est plus que l'économie circulaire, puisque c'est une économie qui prône le zéro déchet en s'inspirant directement de la nature qui, elle, régénère tout ce qu'elle produit. C'est le biomimétisme. Et donc, en avant-première, on peut le dire, Gunther Pauli sera au Parc Galea le 3 juin à 19h. Oui, à 19h. Voilà, donc venez nombreux et tôt, à mon avis, parce qu'il y a du monde. Voilà. Il y a des chances. Alors, plus de 200 conférenciers, Fabrice, et évidemment les plus grands noms de la science. Mais comment est-ce que vous avez fait pour les attirer? Pour les convaincre de venir. Alors convaincre aujourd'hui c'est un peu plus simple. Je dois être clair, mais surtout pas prétentieux parce que c'est pas du tout l'idée. Plus simple parce que c'est vrai que quand on a commencé il y a 5 ans, avoir de premiers scientifiques qui comptaient dans leur domaine, avoir de premiers historiens, parce qu'on balait un peu tout, de premiers sociologues, de premiers philosophes, c'était un peu complexe. Il fallait qu'ils nous fassent confiance, qu'ils se disent tiens, on m'appelle en Corse, je connais pas cet endroit, ce sont des privés, une famille qui a monté ce projet. Je vais y aller. Ça quand même attise un peu ma curiosité. Quand on se rend compte que finalement on est bien reçu, je pense que c'est le cas, en tout cas, que le public est là, nombreux, que le public est chaleureux, eh bien peut-être qu'on repart et qu'on se dit finalement c'était un bel endroit, je vais en parler autour de moi. Et aujourd'hui c'est vrai qu'avec 5, 6, 10 premiers scientifiques qui comptaient déjà et qui ont osé venir sur un endroit qui n'était pas connu dans le milieu des sciences ou de l'histoire pour ce qui est de la vulgarisation justement culturelle, la vraie question de la popularisation, de la démocratisation de leur thématique pour s'adresser au grand public, non spécialistes, ceux qui viennent, enfants comme adultes évidemment, eh bien c'est plus simple aujourd'hui d'avoir quasiment... Si leur emploi du temps le permet, tous les scientifiques ou historiens français qu'on voudrait solliciter, parce qu'il y a toujours un relais. C'est un monde qui n'est pas très grand quand on va vers les sphères les plus compétentes. Et généralement, le fait d'avoir été bien reçu, d'avoir un public très nombreux fait que c'est plus simple aujourd'hui. D'où le fait qu'on a des programmes qui, je crois, intéressent beaucoup. Et à l'inverse, est-ce que vous avez des demandes? Est-ce que certains ont envie? C'est vrai? Oui, non, mais souvent, ça arrive encore ce week-end. Ce sont des gens qui repartent, qui nous disent au revoir avant de reprendre l'avion et qui nous donnent évidemment des noms qu'ils connaissent en disant tiens, si l'an prochain vous souhaitez avoir tel philosophe, tel scientifique ou tel conférencier, ça me dirait vraiment bien de vous donner son adresse parce que je pense qu'il se plaira chez vous. Donc oui, c'est un peu plus simple. Alors, on va marquer une petite parenthèse, si vous êtes d'accord, pour rappeler le programme, évidemment, à ne pas rater ce soir sur Viastel. Alors ce soir, ne ratez surtout pas Vent du Sud qui diffusera le documentaire Between Sisters. C'est un très beau portrait d'une famille italienne vue à travers les yeux du fils Manu, qui est aussi le réalisateur du documentaire. On regarde tout de suite un petit extrait. Mi riprende però adesso, mi riprende il culo perché fa così. Ma scusi me, ma dovete stare con tutte queste luci accese stasera? Sì, no? Ciao, mio nome. Ascolta. Cos'è quella lì? Cosa fa? La telecamera. Per far cosa? Ma per riprenderne?
Per riprenderci, per filmarci. Ma cosa vuol filmare questo? Non lo so, ciao. C'est un film qui traite d'un sujet sérieux puisque ça parle du secret en famille, mais sur un ton plein d'humour et de nostalgie. C'est ce soir à 20h30 sur Via Stella. Merci, le rendez-vous est pris. Alors à suivre, Faustine, on poursuit avec les cabanes en bois. Ça revient sur le Exactement, et aujourd'hui le bois rivalise vraiment avec la pierre puisque c'est design, c'est écologique, ça coûte pas cher. Donc on a un vrai retour de la maison en bois, exit le chalet de montagne comme ça. Voilà, on peut vraiment se laisser aller à notre créativité. Donc j'ai rencontré un constructeur brésilien qui est pas très loin du parc Galéa en fait. Oui, je vois qui c'est. Voilà, exactement. Ah ben alors on vous suit, on découvre. Cosa c'è di meglio galore di una casa e soprattutto quando è a gioia. E prime costruzioni umane erano di legno e anche oggi si ne vede sempre di più che una moda scoperta di una tendenza. Casa Brasil, c'est un concept de maison en bois avec du bois exotique qui n'a pas de traitement préventif. Ça veut dire que c'est une maison saine avec un bois précieux. Voilà. Et on essaie de faire de beaux projets, de belles maisons. Je ne sais pas si c'est une idée ou ma nécessité. J'étais venu en Corse pour jouer le foot et je suis de ma famille, de Manosier. Alors j'ai dit que je vais faire après que j'ai arrêté le foot et j'ai toujours aimé le bois. Alors, pourquoi pas faire des maisons en bois? À l'époque, c'était compliqué parce que ça fait 18 ans que Casa Brasil travaille encore. Ça nous a fait plus de 200 maisons. Alors, ça, au début, c'était un peu compliqué. Bon, maintenant, ça va, tout le monde nous connaît. On fait de belles maisons, voilà. C'est de faire un bon travail. Ma maison de 100 mètres carrés, c'est 4 mois de travail. Avec 2 ouvriers, pas de grandes machines, pas de grues, voilà, des choses portatives. Nous n'avons pas encore de plans standards. On commence à penser d'avoir des plans standards. Ça veut dire que, voilà, parce que ça fait réduire le prix et le coût de la maison, qui aujourd'hui, le coût de bois exotique est très élevé. On s'adapte au terrain, c'est pas l'inverse, c'est pas le terrain qui s'adapte à la maison. Alors ça fait que nous tous, on aide l'écologie à avancer. Au niveau entretien, comment ça se passe? Ou la personne accepte le gris qui vient du bois. Parce que le bois qu'on travaille n'a pas une goutte de préservant. Il n'y a pas de préservant pour qu'on puisse voilà, traiter le bois. Le bois, le traité déjà, c'est un bois imputrescible. Mais c'est vrai qu'extérieur, il devient gris, comme tout le bois. Alors, il y a des personnes qui aiment ça. S'il faut traiter la maison, c'est chaque 5 ans, il faut passer mal azur. C'est tout. Moi, ce qui m'a beaucoup attiré dans la maison bois, en dehors de l'aspect écologique où tout de suite, bon, on a des performances intéressantes, mais moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, ça a été le côté feutré de l'ambiance, vous voyez, les sons qui sont beaucoup moins résonnants. Moi, c'est ce qui m'a attiré dans le bois, quoi. On a eu affaire à un constructeur local, donc on a un interlocuteur qui est pas loin de chez nous, et vraiment, enfin, nous, on est très très satisfaits. Tout le bois qu'on travaille, c'est du bois qui a des certifications, qui donne la garantie que ce bois, ça vient des forêts gérées. Ste case sono fatte con materiali che si riciclano a 80%, un argomento in più per scegliere a casa di legno. Ouais, on est loin du chalet. Ah, complètement, ça n'a rien à voir. Alors Fabrice, est-ce que sur le site, vous avez des cabanes en bois comme celle-ci? Alors, moins bien que celle-ci, forcément, non, mais oui, c'est vrai que tous les espaces muséaux, on les a plutôt créés en bois. Vous avez fait le choix du bois. Oui, une vraie intégration au jardin paysager qu'on a fait parallèlement. Et il y a 2 musées quand même qui sont en pierre, qui sont d'ailleurs entièrement numériques, donc fermés. On est sur des scénographies immersives, donc on est sur une autre matière, mais toujours très naturelle. Alors on va rappeler justement que le parc Galéa, ce sont 9 hectares dédiés à la botanique, à l'histoire, à la science. C'est un lieu unique en Méditerranée, si ce n'est pas le premier, en tout cas c'est l'un des premiers sites culturels corse. Ça a été créé en 2012 avec la volonté de transmettre vraiment de façon ludique et pédagogique. Est-ce que vous vous attendiez à un tel succès? Alors là, non.
Non, et je vais vous dire surtout sur quel point on ne s'attendait pas, avec Paul et Pierre-François Sémédé qui ont monté ce projet à mes côtés, on ne s'attendait pas à avoir autant d'intérêt par le public insulaire, ou de la part du public insulaire. C'est-à-dire qu'on s'imaginait bien que des vacanciers qui viendraient chez nous aient envie de découvrir la Corse, comme on le propose, rentrer dans des musées sur la nature, la culture, le monde sous-marin, les Étrusques, etc. Oui, on pouvait s'en douter qu'il pouvait y avoir une appétence pour ce type de public, ou par ce type de public. Mais finalement, il y a quasiment... En ce moment, ce n'est que ça d'ailleurs, mais sur les 50 000 visiteurs qu'on recevra cette année, il y a au moins 35 000 insulaires, des Corses qui viennent chez nous. Et on sait qu'on n'est pas toujours ceux qui visitons le plus nos propres endroits. C'est vrai. Et qui viennent chez nous, notamment tous les dimanches, pour ces rendez-vous scientifiques, historiques. Et je me rends compte que quand on a fait le choix de parler de Cléopâtre, des gladiateurs, des Mayas, on le disait tout à l'heure, du Big Bang, eh bien on a plus de monde que quand on parlait de la truite, macrostigma, du mouflon, de problématiques locales. Alors oui, entre-temps, le parc a grandi un petit peu en notoriété, mais néanmoins, je crois qu'on avait une envie, comme à Paris, de traiter des thèmes qui n'étaient pas forcément propres à la Corse. Et l'intérêt qu'on a, c'est que les scientifiques qui viennent arrivent toujours, quand la thématique le permet, à recentrer sur notre île. Quand on parle de Cléopâtre, on peut regarder ce qu'il y a pu avoir comme trace ici ou ce qu'on était à l'époque égyptienne. Quand on parle de l'univers, on peut recentrer ça sur une géographie insulaire. Enfin voilà, à chaque fois, il y a un petit clin d'œil. Ce ne sont jamais des conférences qu'on refait comme ça à la carte. Ils l'adaptent toujours. Et donc oui, je crois que le choix de l'universalité était aussi inattendu pour nous. On y va de plus en plus parce qu'on voit qu'il y a une envie d'aller vers une Corse ouverte. C'était l'état d'esprit de départ, l'ADN était quand même là. Mais c'est ça qui nous surprend, l'adhésion du public insulaire. D'accord. Alors combien ça coûte est-ce que c'est accessible, Fabrice? Alors oui, je pense. En tout cas, là aussi, on est dans l'ADN du projet, l'accessibilité. Je pense qu'on pourrait résumer, c'est un mot qu'on n'emploie pas beaucoup, une formule qui n'est pas forcément simple à comprendre, du moins ce parc, comme une entité économique à vocation d'utilité publique. Donc on est bien dans une économie, c'est une entreprise qui le gère. Il faut faire fonctionner. Voilà, et il faut faire fonctionner ce type d'entreprise, mais la recherche du profit n'est absolument pas le point premier que nous avons, c'est-à-dire c'est avant tout la transmission de la connaissance. Ce sont des tarifs, oui, à 45 € aujourd'hui pour une famille qui viendrait tout au long de l'année à 6 de manière indéfinie. Donc finalement, la balade, elle est à quelques centimes. Et toutes les activités qui vont avec, plus rien n'est payant derrière. Et si on vient avec son enfant, c'est 4 €. Voilà. Donc on est sur des prix sociaux, sans subvention parallélement. Un projet parce qui a que été justement, monté. ça représente un entretien colossal, 9 hectares de jardin botanique. Comment est-ce que vous financez tout ça? Alors, ça a demandé surtout un travail préalable de bancaire, on va dire, d'emprunt classique, un montage de projet classique à ce niveau-là. Oui, là, ça représentait des fonds. Les propriétaires ont trouvé ces fonds avec la confiance qui leur était faite parallèlement par les banques. Et puis aujourd'hui, surtout, on se disait, est-ce qu'on est capable de monter un site et de l'assumer tout seul? C'est-à-dire d'essayer d'être assez raisonnable sur nos coûts, mais de donner aux gens le maximum aussi, ne pas vendre. Il n'y a rien qui est vendu sur place. Volontairement, il n'y a pas de boutique, il n'y a pas de restauration. Volonté, non, vous avez tous les codes classiques des parcs à thème ou des musées, en tout cas qu'il n'y a pas chez nous. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans cette truc-là. Et puis parallèlement, évidemment, il y a quelques fonds d'activité économique de l'entreprise qui à l'interne, subventionnent ce qu'on ne pourrait pas gagner classiquement dans un projet culturel. Alors je ne vous cache pas que c'est passionnant, Fabrice, mais le temps file. Une donnée qui doit, à mon avis, être essentielle pour le parc, c'est la météo. Alors après ce faux départ du printemps, qu'en est-il? Récap météo tout de suite avec Faustine. On reste sur un faux départ. Oh. Puisqu'aujourd'hui, le temps sera ensoleillé, mais passagèrement nuageux, sachant qu'en soirée, les nuages deviennent de plus en plus épais, malheureusement. Au niveau des températures, elles sont quand même en hausse. On aura un 20 pour Bastia, un 19 pour San Giuliano, 16 pour Sartène, une maximale de 22 pour Porto Vecchio et un 20 pour Calvi. Allez, c'est cadeau. Allez, c'est cadeau. Alors, Bastia, comme vous ne l'avez jamais vu, c'est tous les mardis d'avril, donc c'est mon petit conseil visite. Petit rendez-vous. C'est le petit rendez-vous, c'est Bastia à travers ses légendes et son histoire. C'est tous les mardis à 16h30, voilà, et il y a l'adresse du Bastia Tourisme si vous voulez de plus amples informations. Merci. C'est excellent comme visite. Voilà, conseil. Ce sont mes anciens collègues, c'est une visite formidable. Voilà, vous pouvez le croire sur parole. Vous pouvez y aller. Alors nous avons Jean-Claude qui a priori est au téléphone avec nous et qui a été extrêmement attentif à votre question. Jean-Claude Saloude. Jean-Claude. Jean-Claude, es-tu là?
Je crains que... Jean-Claude, bon, on part du principe que Jean-Claude avait la bonne réponse. Allez, alors la bonne réponse était donc... Les escaliers du roi d'Aragon. Donc il rafle tout, la la chargeur, carte. bon tout. Ah bah, c'est Félicitations parfait. Jean-Claude. Et on l'embrasse bien fort, on essaiera peut-être de le joindre un peu plus tard. La fin d'émission approche, Fabrice, et on a coutume de conclure avec un petit questionnaire. On a envie de tout savoir sur vous, c'est parti. Je vous en prie, suivez Faustine. Alors Fabrice, attends que... Fabrice, la découverte scientifique qui a révolutionné le monde, selon vous? Alors, je dirais la lumière, sans doute. J'aurais envie de dire le feu. Mais est-ce que c'est vraiment une découverte scientifique? Je dirais la lumière. Alors, la découverte scientifique de vos rêves, même si elle paraît impossible aujourd'hui. Parler avec les plantes. C'est-à-dire que les plantes répondent aux questions que je leur pose et sentir vraiment ce qu'elles pensent quand on est à côté, parce que le travail sur le végétal m'est très important et très cher. Si vous étiez un inventeur célèbre? Je dirais Einstein parce que j'ai pas le temps de réfléchir et c'est celui qui me vient, mais je suis pas sûr que ce soit une bonne réponse. Ça va, c'est pas mal, hein, voilà. quand même. Mais c'est très modeste. Hein. Si vous deviez choisir une discipline scientifique? L'ethnobotanisme. Le travail entre les plantes et les hommes et leur rapport. Si vous étiez une plante endémique à la Corse? L'immortel. Mais pas pour le côté immortel, pour le côté odeur, couleur et le figuier de Barbarie qui n'est pas endémique, évidemment qu'on éradique, mais qui a plein de choses à raconter très intéressantes. Celle que vous aimeriez avoir dans votre jardin? Bocchilia trifoliata. Bocchilia trifoliata, c'est une liane du Chili qui est une liane caméléon et qui change d'aspect selon le tuteur sur lequel elle monte. Elle a 10 feuilles différentes et à chaque fois qu'elle rencontre un nouvel arbre, elle a un mimétisme incroyable qu'aucun scientifique ne comprend. C'est la seule plante qu'on ne comprend pas aujourd'hui. Elle change sa feuille en fonction du tuteur pour ne pas se faire manger. Ça là m'impressionne vraiment. Elle se trouve au Chili et on essaiera d'en ramener des graines. Est-ce qu'on pourrait la voir encore? C'est incroyable. Oui, elle tiendrait chez nous. Je vous en prie, Faustine, Fabrice. L'émission, ça y est, déjà terminée. Allez, en quelques secondes, le prochain invité que vous rêveriez de recevoir au parc? Francis Allais, c'était mon maître à lire quand j'étais jeune. C'était le travail autour de l'éloge de la plante, du plaidoyer pour l'arbre. Et le rêve que je voulais accomplir se réalise dans 3 dimanches. Ah ben voilà, c'est parfait. Ce sera le mot de la fin. Merci d'être venu nous présenter ce lieu emblématique. Faustine, vous restez avec moi pour le sujet à suivre. On va parler de tourisme vert. Alors, on s'inscrit un petit peu dans la continuité. De quoi s'agit-il? Quels sont les enjeux de ce secteur économique et écologique? On en parle juste après le journal qui est présenté par Stéphane Ouchiat. À tout à l'heure.